Pierre Manenti, enchanté de vous recevoir. Nous vous recevons pour le cercle Jean Mermoz. Vous nous faites l'amitié de venir, discourir sur votre livre, dernier livre, sur, Charles Pasqua. Heu, Livre qui s'inscrit, bah, dans une bibliographie qui est déjà riche, autour du gaullisme. Donc Pierre Manenti, je vous présente, rapidement pour les téléspectateurs. Vous avez une formation d'historien et ça se ressent évidemment, sur le livre. Vous avez fait, Normale, l'école normale, également Sciences Po Strasbourg et vous avez surtout une expérience, de la chose politique puisque vous êtes passé par des cabinets auprès de parlementaires, auprès, de sénateurs, et de cabinets ministériels. Donc vous êtes tout à fait au fait, de l'ombre de la République, comme est sous-titré votre ouvrage. Et je vais, bah, commencer par le titre justement, si vous le voulez bien. Heu, donc vous avez sous-titré Charles Pasqua dans l'ombre de la République. C'est pas nécessairement évident. C'est un choix que j'ai trouvé personnellement ambitieux parce que quand on n'associe pas nécessairement Charles Pasqua à un personnage, de l'ombre, ne serait-ce que par sa personnalité, sa gouaille, sa présence et le fait qu'il a occupé la 1re scène, médiatique pendant de nombreuses années et des rôles très importants, nous allons y revenir, des rôles politiques très importants. Donc pourquoi avoir choisi ce terme dans l'ombre et pourquoi la République au singulier? Puisqu'il a connu 3 républiques quand même. Il est né sous la troisième et il a œuvré majoritairement sous la cinquième. Donc qu'est-ce que vous entendez par la République, au singulier aussi? Bah, d'abord, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent ou verront cette vidéo. Merci beaucoup de cet accueil et puis de cette invitation à parler de mon livre et de mes travaux sur le gaullisme. Alors, pourquoi dans l'ombre de la République? C'est toujours, d'abord une des dernières choses qu'on fait quand on écrit un livre, choisir le sous-titre et puis c'est certainement l'une des choses les plus dures puisqu'il faut finalement réduire 1 année, 2 années, 3 années de travail sur un personnage aussi complexe que Charles Pasqua, un livre qui fait 450 pages, qui couvre toute sa vie, à une expression, une formule. Donc, l'exercice est toujours difficile. Bon, je lis pas ça pour me dédouaner. J'ai choisi ce sous-titre en lien avec, mon éditeur, les éditions Passé Composé, pour 2 raisons. La première, c'est dans l'ombre. C'est un personnage, on le verra pendant cet entretien, et puis j'invite, ceux qui nous écoutent à lire le livre et à découvrir un personnage dans toute sa complexité. C'est un personnage qui n'a jamais voulu être au premier plan. Ça a toujours été un compagnon de route, un soutien, une personnalité, de poids avec un caractère important, très présent sur la scène publique, vous l'avez dit, notamment dans les médias, mais c'est quelqu'un qui était toujours dévoué à une cause. Ça a été celle du général de Gaulle, celle de Georges Pompidou, celle de Pierre Messmer, celle de Jacques Chirac, celle du souverainisme. Ça n'a jamais été quelqu'un qui a vécu la politique pour lui. D'où ce dans l'ombre, parce qu'au fond, même si c'est un personnage, avec une très grande notoriété, c'est jamais quelqu'un qui a voulu être dans la lumière. Il l'a été presque parce que il n'avait pas d'autre choix que d'entrer dans cette lumière pour défendre ses idées, notamment à la fin de sa vie. Et puis dans l'ombre de la République, alors là, c'est plus englobant. Vous avez raison de dire qu'il est né, sous la troisième. Il a été résistant et maquisard pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été un opposant farouche de la quatrième auprès du RPF, du général de Gaulle. Il a été un acteur fondamental que les Français connaissent sous la cinquième. Et donc, finalement, c'est la République au sens noble, au sens large, que Charles Pasqua a servi et a accompagné pendant toute sa vie durant. D'accord. Effectivement. Donc c'est la République, en tant qu'entité, en tant que principe. Avec un R majuscule, voilà. Voilà, avec recul et en majesté. Pour rester autour du livre, avant encore de plonger un petit peu plus en avant, j'ai cherché et j'ai trouvé, de nombreuses biographies finalement de Charles Pasqua. Pourquoi une nouvelle biographie? On peut revenir sans doute sur la date justement et quel est votre, angle d'approche de cette biographie? Qu'est-ce qui a de particularité par rapport aux travaux qui ont pu déjà être faits par différents historiens, polémistes, heu, ou écrivains en général? Alors vous avez raison, il y a en effet une demi-douzaine, hein, de livres qui ont déjà été consacrés à Charles Pasqua, alors qui étaient des livres assez anciens, hein, qui dataient des années 1990, qui ont donc 30 ans et qui, par définition, ne couvraient pas la dernière partie de la vie de Charles Pasqua puisque, ils ont été écrits avant que celle-ci arrive. Or, ça a été une partie de sa vie, importante, c'est le combat souverainiste en 99 avec Villiers, c'est la tentative de candidature à la présidence de la République en 2002. C'est la fin de l'aventure du RPF et puis c'est, l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, la fondation des Républicains. Je rappelle que Charles Pasqua, alors même que
il mourra quelques mois plus tard, souhaite être présent au lancement des Républicains. Ça a vraiment été un militant des partis de droite du début à la fin de sa vie. Donc il fallait raconter cette partie manquante et puis surtout, moi, j'ai eu une chance incroyable et je les en remercie. Les petits-enfants de Charles Pasqua que j'ai eu la chance de rencontrer m'ont ouvert ces archives. J'ai été le premier, je suis le premier à avoir pu parcourir, les dizaines et dizaines de cartons que Charles Pasqua avait, patiemment et scrupuleusement préparés pour après sa mort et qui attendait que la famille, donne son accord à un historien ou journaliste pour, pouvoir y travailler et donc c'est fort, à la fois d'un renouveau historique, on était 30 ans, 20 ans, 30 ans après les derniers travaux et puis fort d'une source, d'un matériau historique incroyable et inédit que j'ai voulu faire ce livre qui comprend on va, on ne va pas divulgacher comme on dit en bon français, on ne va pas spoiler ce qu'il y a dedans, mais qui comprend quelques révélations, concernant sa vie et son parcours. Effectivement, on va vraiment au plus près de l'homme, avec un petit H, qui était derrière l'homme avec un grand H, dans cet ouvrage et on sent que les sources sont intimistes, et ça, c'est vrai que c'est tout à fait nouveau. Hem, au, mmh, Au niveau du propos également, comme je l'ai dit en introduction, que vous êtes historien, et on sent un livre qui aborde tous les sujets, effectivement de la vie intime et non, essentiellement la vie politique, et qui les aborde de façon non partisane. On n'a pas forcément un sentiment, comme je dis, c'est pas un livre de polémiste qui va essayer de critiquer en négativement ou critiquer, ou encenser, Charles Pasqua et son œuvre. Vous êtes relativement, vous êtes assez, rationnel et une approche vraiment, bah, d'historien, hein, qui va vraiment, au J'essaye, texte, j'essaye. avec beaucoup de citations. Mais on a un sentiment, en tout cas, c'est mon sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment de réhabilitation de l'homme, notamment pour les gens peut-être qui ont, 30-40 ans, qui ont connu que Pasqua dans ces dernières années. La découverte de sa jeunesse et on pourrait y revenir un petit peu, les découvertes de l'homme qu'il fut, l'homme d'engagement, de passion, de courage, mais aussi d'impétuosité, qu'il fut, dans sa jeunesse, est tout à fait remarquable et apporte beaucoup au propos. Hem, Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez remettre, un peu plus en avant aussi sur la jeunesse de Charles Pasqua? Qui est peut-être méconnue pour les moins de 40 ans, on va dire actuellement? Elle l'est forcément parce que, le temps avançant, on se souvient finalement des dernières activités de l'homme, le député souverainiste, ministre de l'Intérieur et pas forcément du Pasqua résistant qui était d'ailleurs un jeune homme, un parmi des dizaines de milliers d'autres, un jeune maquisard, dans l'arrière-pays de Grasse où il a résisté avec, son frère, son père et puis surtout, son oncle qui a été, malheureusement arrêté et déporté. En fait, l'objectif premier de cette biographie, c'était de dire, moi je suis historien, vous l'avez dit, j'ai pu, travailler y compris sur un matériau très intimiste, j'ai notamment pu consulter le journal de son épouse, Jeanne Pasqua, donc là, une source vraiment primaire extraordinaire pour celui qui s'intéresse à un personnage et je voulais ni faire une hagiographie, je faisais pas un livre pour réhabiliter Charles Pasqua, ni faire un procès, je faisais pas un livre pour révéler les derniers secrets de Charles Pasqua ou, les affaires dont il a été entouré à la fin de sa vie. Je voulais vraiment livrer le personnage dans toute sa complexité, personnage qui n'a été, ni complètement noir, bien sûr et le livre l'aborde. Il y a eu des affaires, il y a une part d'ombre du personnage, le sac, les relations en Afrique, les relations avec certaines personnalités du banditisme. Il n'est pas tout blanc. Mais à l'inverse, il n'est pas tout noir. Ça a été un résistant, ça a été un grand ministre, ça a été un député puis un sénateur, travailleur qui, au-delà de l'image qu'on a souvent lue un peu du politicard, en fait, était quelqu'un qui travaillait beaucoup le fond de ses dossiers. C'était quelqu'un de profondément humain. Tous les témoignages que moi j'ai pu, compulser, j'ai rencontré une cinquantaine de personnes qui ont travaillé avec lui, étaient ses collaborateurs, étaient aussi ses opposants politiques ou ses contemporains, des ministres qui ont été, en responsabilité en même temps que lui. Tous évoquaient, quelqu'un qui public commun était très dur, hein, si vous me pardonnez cette imitation pas très bonne et je n'en ferai pas d'autres, mais en privé avait vraiment une patte humaine, un souci de l'autre, une, une chaleur humaine particulière qu'on devine un petit peu avec sa gouaille, son accent, ses formules à l'emporte-pièce, mais qui est très importante pour le personnage. Et donc je voulais vraiment livrer le personnage en brut, ni noir ni blanc, une espèce de gris, pas si on peut dire 50 nuances de gris. Ceux qui nous écoutent, vont se dire: «Mais sur quelle émission je suis tombé?» mais en tout cas un personnage complexe et c'était le but de cette biographie. C'était de dire: l'histoire, c'est pas les bons et les méchants, ce sont des personnages avec une complexité et il faut, les aborder et les regarder, avec, toute cette palette de couleurs.
Oui, c'est une œuvre vraiment salutaire, notamment dans actuellement, on a un peu tendance à raisonner en Marvel ou en Disney, c'est-à-dire les bons et les méchants d'un côté et on s'aperçoit que les grands hommes ont et les gens qui ont fait l'histoire sont souvent beaucoup plus complexes que ça. Ce sont des personnages intéressants et vous rendez justice, à cette complexité, des gens qui ont vécu, autant d'affaires, autant d'époques, mais il y a quand même des fils conducteurs, sur cette biographie et peut-être le premier que l'on pourra aborder, c'est, Charles Pasqua, un homme loyal. La loyauté et l'engagement, c'est assez impressionnant, loin de justement de cette, vue de politicard, de d'arrangement entre amis. On a quand même un homme qui, évidemment, par son engagement dans la résistance, a pris des risques au sens, 1er et le plus, physique du terme, mais aussi, a toujours eu cet engagement et notamment auprès du général, de Gaulle. Hem, je vous laisse, l'expliciter. Oui, alors, d'abord, c'est drôle, mais Charles Pasqua vient d'une famille de gauche. On dit souvent, heu, est-ce que, il faut être, venu d'une famille de droite pour être de droite? Charles Pasqua, son père est socialiste, sa mère aussi et son oncle est communiste et sa tante d'ailleurs dirige la section locale à Grasse du parti communiste. Donc, il grandit vraiment dans un milieu de gauche dans les années 30. C'est l'époque du Front populaire, il est très marqué par les grandes réformes sociales. Et puis c'est la guerre qui d'abord lui fait rentrer dans la résistance. Elle lui fait découvrir De Gaulle comme le chef des Français qui résistent et l'attachement qu'il aura au général de Gaulle est un attachement politique, mais d'abord un attachement, de résistant, de maquisard. Et puis, après la guerre, à la Libération, il est très marqué par des scènes de l'épuration, puisqu'il y a des règlements de compte entre communistes et collaborateurs dans la région des Alpes-Maritimes où il a grandi et où il vit. Et il vit vraiment ces scènes et je le raconte dans le livre avec, notamment l'exemple de 2 femmes tondues, dont il est le témoin. Il les vit comme, la menace d'une prise de pouvoir par les communistes en France et d'une soviétisation de la France. À l'époque, c'est un discours ambiant, l'Union soviétique a envahi une partie de l'Europe de l'Est, est-ce que les communistes peuvent aussi prendre le pouvoir en France? Et c'est vraiment par cet anticommunisme virulent, féroce que, il double son engagement auprès du général de Gaulle. C'était d'abord un engagement de résistance, ça devient un engagement de politique et il va, se former, faire son école militante. C'est un jeune homme, il est né en 1927, il a donc 20 ans en 1947. Il va faire son école militante sous la 4ème République auprès du général de Gaulle et il lui sera dans tous les moments, dans les hauts et dans les bas, d'une loyauté, d'une présence absolue et ça explique qu'à partir de 58, lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, fonde la 5ème République, la suite vous la connaissez, Charles Pasqua joue un rôle important dans cette histoire du gaullisme sous la 5e parce que dès, ses 20 ans, dès l'origine du RPF en 1947, Charles Pasqua est un militant loyal et fidèle du gaullisme et même je vous raconte une anecdote, hem, il se trouve que le général de Gaulle fait un grand discours à Strasbourg le 7 avril 47 lors duquel il dit: «Je reviens dans le jeu politique, je vais créer un mouvement qui va s'appeler le Rassemblement du peuple français, le RPF» et puis ensuite il y a un petit peu de tracasserie administrative, il faut déposer des statuts en préfecture, il faut les compléter. Les statuts du RPF ne seront, j'ai eu la chance de les consulter, déposés en préfecture de Paris qu'en le 14 avril 1947. Mais Charles Pasqua, qui avec quelques amis a entendu à la radio une radiodiffusion du discours du général de Gaulle à Strasbourg. Lui, il a déposé les statuts du parti quelques jours plus tôt et donc je dis souvent en plaisantant qu'il a fait le RPF avant même que de Gaulle ne le fasse, voilà. Oui, c'est un bon symbole de son engagement, de sa fougue et puis de la capacité de travail, puisqu'il n'a pas peur d'aller au charbon, de travailler. C'est un grand travailleur, ça aussi il faut le rappeler. Derrière chaque grand homme, chaque grand homme, il y a un grand travailleur. Ça c'est obligatoire. Hem et on va pouvoir y revenir effectivement tout de suite. Mais avant, je voudrais aussi parler on a parlé donc de Charles Pasqua en tant qu'homme loyal, homme d'engagement. Mais il y a aussi, l'homme Pasqua, peut-être que l'on connaît un peu moins, l'homme créatif, hem, l'homme, un peu foufou aux idées un peu, iconoclastes et j'aimerais que vous nous contiez l'anecdote que moi j'ai adoré, l'anecdote de la caravane de la soif, qui est particulièrement illustrative de cette la capacité de Charles, Pasqua à créer et à sortir des sentiers battus, lorsque nécessité, fait jour. Oui, alors vous avez complètement raison, Charles Pasqua, c'est, le politique, l'expert de la carte électorale, l'homme des coups, le mobilisateur.
incroyable quand on sait qu'il savait mobiliser dans les années 70, rassemblement du RPR Porte de Pantin, 100 000 militants réunis et il fallait quand même, un véritable talent pour organiser ça. C'est des dizaines et des dizaines de trains, de bus, bon c'est ça fait rêver quiconque fait de la politique ou s'intéresse à la politique aujourd'hui. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait le sens du marketing. Alors il l'apprend chez Paul Ricard. Il a été pendant, quasiment 20 ans un des collaborateurs de Paul Ricard et un de ceux qui ont construit l'entreprise avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, et il a été, Paul Ricard l'a envoyé plusieurs fois aux États-Unis pour se former aux méthodes du marketing américain, comment on vend des produits commerciaux et en effet, alors il y a quelques, coups de com' incroyables. Je raconte dans le livre comment, pour le centenaire des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous, ils se rend à Lourdes et il dépose des fleurs dans la grotte, dans une immense jarre aux couleurs de Ricard. Comment, au moment d'une campagne de cinéma, il s'arrange pour que, la marque Ricard apparaisse dans une sous forme de publicité dans un film. Tout un tas d'anecdotes que je raconte dans le livre et puis effectivement, en 1956, pendant la crise du canal de Suez, il y a une pénurie de pétrole en France. Paul Ricard ne peut plus donc commercialiser son pétrole. Il pense, mettre la clé sous la porte. Il renvoie les commerciaux chez eux et Charles Pasqua a une idée de génie. Alors qu'il rentre chez lui avenue du Prado à Marseille, il fait un détour par le port, parce qu'il a maintenant du temps libre, il est au chômage technique et il voit un bateau qui ramène en Algérie des chameaux et donc le voilà qui revient avec les chameaux chez Paul Ricard qui lui dit: «Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement fou, vous avez acheté les chameaux». Il dit: «Non, j'ai une idée, puisqu'on ne peut pas transporter notre Ricard dans des camions, on va organiser une grande caravane de la soif et on va livrer du Ricard à d'autres chameaux de Marseille à Lyon. On va organiser une grande caravane de la soif qui va passer par tout un tas de bistrots, de cafés» et il le fait et il le fait avec un talent incroyable. La campagne est couverte par des journalistes et cetera et Charles Pasqua, c'est aussi ça. C'est des idées de génie. Je vous raconte une autre anecdote qui est pour moi symptomatique justement de ce Charles Pasqua, innovant. Dans les années 80, Jacques Chirac, dont il est très proche à l'époque du RPR, l'envoie aux États-Unis en lui disant: «Il faut que tu regardes un peu comment se passe la campagne américaine». C'est et Charles Pasqua revient et en 1981, c'est la première campagne présidentielle lors de laquelle il y a des prompteurs. Vous savez, avant les politiques lisaient leurs discours un petit peu comme ça, tête baissée devant une foule et puis les Américains, eux, ont cette espèce de caméra face à eux qu'on appelle un prompteur sur lequel le texte défile et donc ils lisent la caméra et on a l'impression qu'ils regardent la foule au loin. Et Charles Pasqua est celui qui va importer le prompteur en France en 1981 et Jacques Chirac va être le premier à l'utiliser. Donc ça vous montre vraiment que, au-delà de l'image à laquelle on réduit souvent Charles Pasqua, il y avait beaucoup plus à dire. Oui, effectivement, effectivement. Donc, c'est vraiment une facette, personnellement que j'ai découvert et je pense que tous les lecteurs du livre découvriront, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes qui illustrent, un personnage, très, très créatif. Voilà, très, très créatif et effectivement, le côté logisticien que vous avez rappelé, sa capacité à organiser, à fédérer et à mobiliser est évidemment un point extrêmement important, et je crois qui fait qu'il a été remarqué, très, très tôt finalement. C'est peut-être le point qui l'a fait le plus remarquer par les instances, politiques de l'époque, non. J'aimerais aussi donc on a vu donc l'homme, l'engagement, l'homme créatif et il y a aussi l'homme qui avait une vision, une vraie vision politique. Il ne s'est pas contenté de suivre, on va dire, aveuglément et avec des œillères, le général de Gaulle. Évidemment, il lui a survécu, il l'a dépassé. Hem, il disait d'ailleurs en 95 à propos de Juppé, alors j'ai noté, «On ne peut pas mener ce pays comme on dirige un conseil d'administration. Les Français ont besoin de rêve, d'espérance et de passion». Heu, Quel a été l'apport de Gaulle, de Gaulle, de Pasqua, après de Gaulle justement? Donc quel a été l'apport particulier ou l'empreinte particulière, de Charles Pasqua sur le gaullisme, post 70? Bah, justement, je crois que vous avez dit le mot magique, gaullisme. Est-ce que le gaullisme survit au général de Gaulle? Des hommes qui estiment que De Gaulle est parti, il faut inventer autre chose. Il faut que la droite se trouve un nouveau chef et un nouveau cadre. Charles Pasqua, c'est quelqu'un qui, et je suis content que vous ayez employé l'expression tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est loyal. Et il a une loyauté à De Gaulle qu'il va conserver jusqu'à sa mort. Il ne veut pas se séparer du général de Gaulle, il ne veut pas le lâcher et il va être de ceux qui vont défendre le gaullisme au sein de la droite jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est vraiment ça. C'est quoi la marque Pasqua après le retrait du jeu politique du général de Gaulle, c'est d'abord, la recherche d'un nouveau chef. Ça va être, on peut pas revenir à tous les détails dans la conférence, mais enfin, vraiment j'invite, ceux que ça intéresse à regarder. Il va d'abord se rapprocher de Pierre Messmer, parce que pour lui, Pierre Messmer,
ministre de la Défense du général Huot, le Louvois du général, un de ceux qui a tenu bon en 1968. Il peut incarner cette relève et puis lorsque Pierre Messmer renonce en 74, il va se rapprocher de Jacques Chirac et il va tout faire pour que Jacques Chirac prenne cette relève. C'est donc d'abord le choix de l'homme et puis c'est la continuité des idées. Pour lui, il y a des principes rémanents du gaullisme, le dépassement des clivages politiques, la fibre sociale et populaire, la défense des intérêts de la France dans le monde, le souci d'une France qui rayonne, qui se projette vers l'avenir et puis la défense d'un certain nombre de thèmes, la nation, l'identité, la fierté d'être français. Tout ça, cet ADN du gaullisme, il va le défendre auprès de Jacques Chirac et il va le défendre à tel point que, j'anticipe peut-être sur une prochaine question, les 2 hommes vont se fâcher à la fin de leur vie parce que, Charles Pasqua dit d'ailleurs à Jacques Chirac: «Mais je t'ai toujours suivi, mais crois-tu vraiment que j'étais prêt à abandonner mes convictions gaullistes pour toi?» Et c'est ça le moment de la rupture. C'est Charles Pasqua, c'est le compagnon de route d'un homme, Chirac, mais c'est aussi le défenseur d'une certaine idée du gaullisme, si vous me pardonnez ce petit clin d'œil au général. Oui, effectivement et finalement, c'est peut-être moins Pasqua qui abandonne, on va dire la droite de gouvernement, que la droite de gouvernement qui abandonne les principes du gaullisme. Heu, c'est peut-être la question est Alors c'est la question à oui, 100 000 francs. Heu, voilà. tout dépend évidemment où vous vous placez. Le début de la rupture entre Chirac et Pasqua, c'est 88. En fait, Pasqua a une ascension incroyable auprès de Chirac. Les 2 hommes créent ensemble le RPR en 76. Pasqua est, directeur de la campagne de Chirac en 81, président du groupe RPR au Sénat en 81, ministre de l'Intérieur en 86 et puis en 88, Chirac perd l'élection présidentielle et pour Pasqua, Chirac a perdu l'élection présidentielle parce que, il n'est plus fidèle à la boussole gaulliste. Il a cherché l'alliance avec les centristes, il a cherché à développer une politique un peu, mollassonne. Pasqua a cette formule d'un magma centriste et c'est cette course au centrisme, cette course à l'alliance de la droite et du centre qui, pour Charles Pasqua, a fait perdre Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, lui, au contraire, il dit à Charles Pasqua: «Heu, on ne peut plus gagner sans le soutien des centristes. On ne peut pas gagner simplement avec nous, notre discours et nos idées du RPR». Et donc là, les 2 hommes se séparent. Il y en a un qui va, prendre ce qu'on a appelé le tournant libéral et européen du RPR, hein, après avoir fait la campagne 79, campagne souverainiste. Au contraire, on va tout doucement glisser vers une nouvelle relation à l'Europe et puis le tournant, libéral sur le plan économique, après l'aventure du gaullisme social, de la participation. Le RPR change sous l'influence notamment d'Édouard Balladur et d'Alain Juppé. Et puis l'autre, au contraire, va continuer à défendre l'idée que la droite doit être une droite sociale, populaire et surtout souverainiste. Et c'est cette Europe qui va être un ferment de division énorme au sein du RPR. Pas que pour Pasqua et Chirac. On va le voir au moment de combat de Maastricht en 92, ça va être l'explosion du RPR parce qu'il y a 2 courants, 2 familles qui ne se comprennent plus. Celle des Européens, Michel Barnier, Alain Juppé, Édouard Balladur, Jacques Chirac et puis celle des souverainistes, dans lesquelles est Charles Pasqua, mais il y a aussi celui qui sera son nouveau compagnon de route, Philippe Séguin. Et c'est particulièrement éclairant lorsqu'on regarde l'histoire récente finalement politique et l'évolution notamment de la droite et des Républicains, ce que vous décrivez comme l'absorption par le magma centriste est particulièrement éclairante, donc c'est facile de tracer la ligne. Et finalement cette vision, de Charles Pasqua, c'est réalisé dans les urnes en tout cas, sur les dernières élections, avec une absorption par le centre effectivement. Hem C'est un point vraiment particulièrement important et j'aimerais qu'on reste là-dessus. Effectivement, cette rupture finalement, cette rupture entre Charles Pasqua et Jacques Chirac et puis ensuite le RPR en général, heu, autour de la question européenne, autour des questions de souveraineté. Hem, la souveraineté est indissociable du gaullisme, on pourrait dire, est une des composantes essentielles, avec une vision, d'une France libre, d'une France indépendante, dans ses décisions. En fait, effectivement, il y a un fil qui se tire depuis Maastricht. Maastricht, le parti se divise. Maastricht est j'allais dire perdu. Maastricht gagné, le traité de Maastricht réussi, mais donc le camp des souverainistes, Pasqua-Seguin, ce camp-là a perdu. 95, Pasqua fait par ailleurs, on ne peut pas ne pas en parler, le choix de soutenir Balladur contre Chirac, justement aussi pour montrer à Chirac que sa loyauté a des limites et Charles Pasqua est un peu à la dérive. Il a perdu Maastricht, il a perdu, la campagne de 95, 97 et il ne comprend pas cette dissolution que Chirac choisit et puis la droite, perd, et là on arrive à 99 et Charles Pasqua s'en va. Pourquoi Charles Pasqua s'en va? Il faut se remettre dans l'esprit du moment.
Heu D'abord, il participe à la refonte du RPR quand Philippe Séguin en prend la présidence, mais très vite Philippe Séguin, qui doit tenir un petit peu tout le monde, adoucit son discours, notamment sur l'Europe, et Charles Pasqua, lui, toujours dans cette veine de ce que je vous dis depuis 25 minutes maintenant, qui est un personnage droit sur ses idées, dit: «Non, moi je j'étais contre Maastricht en 92, je suis contre Amsterdam en 97», et il sera contre les différentes évolutions de l'Europe. Je pense notamment à 2005, un petit peu plus tard, et donc 99, lorsque Philippe de Villiers, qui lui, a créé, Combat pour les valeurs en 1992, le Mouvement pour la France en 94, qui a fait un très beau score aux élections européennes de 94 et qui a envoyé des premiers députés souverainistes. Lorsque Philippe de Villiers vient le voir et lui dit: «Il faut qu'on fasse campagne ensemble et je me range derrière vous». C'est-à-dire, c'est pas Charles Pasqua qui rallie Philippe de Villiers, c'est Philippe de Villiers qui vient voir Charles Pasqua en disant: «Si vous y allez, si vous faites une liste, je me range derrière vous». Évidemment, Charles Pasqua se lance, les 2 hommes y vont et ils vont faire, ça va être un vrai carton puisque, la gauche est la première à l'issue de ces élections, mais, la liste souverainiste Pasqua-Villiers, et j'ajoute Garot, puisque Marie-France Garot est la 3e homme, la 3e femme de cette liste, ils vont faire mieux que la liste RPR qui est à l'époque dirigée par un certain Nicolas Sarkozy. Donc c'est la victoire au fond de la tendance souverainiste à droite, et ça pose beaucoup de questions au RPR. Est-ce qu'il faut que Charles Pasqua revienne? Est-ce qu'il faut que sa ligne reprenne le parti? Et Michel Alliot-Marie qui, est élu quelques mois plus tard en décembre, nouvelle présidente du RPR, propose d'ailleurs d'organiser des grandes assises du gaullisme pour réunir tous ceux qui, sont partis tout seuls, sont restés au RPR, sont partis il y a plus longtemps. Charles Pasqua refuse. Pourquoi? Parce que lui et Philippe de Villiers, forts de la dynamique aux européennes, vont maintenant faire bande à part, créer leur parti, le RPF, en hommage au RPF du général de Gaulle qu'on évoquait en début de cette vidéo. Ça va être une aventure malheureusement sans lendemain. Elle va durer 6 8 mois. Les 2 hommes vont, se fâcher. Il y a des questions de tempérament, il y a des questions d'entourage, il y a des questions d'argent aussi. Je raconte ça assez longuement dans les livres puisque j'ai eu accès à la correspondance entre Charles Pasqua et Philippe de Villiers, qui permet vraiment de d'éclairer ce moment dont on a beaucoup parlé, mais là, qui est enfin documenté. Et donc, les 2 hommes se séparent au début de l'année 2000. Chacun repart de son côté, et Charles Pasqua entame, une espèce de traversée du désert, tout seul à la tête de son RPF. Moment important, c'est un moment très important et effectivement cette, discussion et ces choix, encore une fois, on revient sur les choix du gaullisme, du souverainisme, versus la ligne plus libérale, plus européiste, qui a été pris. J'aimerais citer, un passage où Charles, parle donc le 16 mars 1999, où il va parler de la Commission européenne. Il appelle la cité interdite de Bruxelles, concurrente des gouvernements nationaux. Heu Encore, il se veut un petit peu prophétique, encore une fois. «Nous viendrons nous plaindre dans 10, 20 ou 40 ans des dérives auxquelles tout cela aura automatiquement conduit». Voilà, je laisserai chacun juge, de la valeur de cette prophétie. Hem Donc on a parlé effectivement du souverainisme, dans le gaullisme, mais il y a aussi une autre facette très importante que vous avez d'ailleurs traitée sur votre premier livre, je crois, l'histoire du gaullisme social, et vous l'avez évoqué, précédemment, un gaullisme qui est, populaire, et qui du coup, s'affranchit évidemment, d'un élitisme, heu, d'un élitisme qu'on va trouver, potentiellement, plus à droite. Hem Celle est Cette partie populaire, et la partie populaire, le caractère populaire aussi de Charles Pasqua, ce lien avec le peuple, ce lien fondamental avec le peuple, est important. Est-ce que vous pouvez l'illustrer peut-être, au travers d'exemples? Comment il s'est manifesté? Oui, et je disais pourquoi, Charles Pasqua aussi a cette fibre populaire dans son histoire personnelle, parce qu'on est passé un peu rapidement sur peut-être ses origines. Alors d'abord, c'est quelqu'un qui, si vous me permettez l'expression, a galéré avant d'arriver aux responsabilités. Je raconte dans le livre qu'il y a même une époque où il faisait le repas de la semaine chez ses parents, il a enchaîné des petits boulots, il a été plagiste, déchargeur de camions de cigarettes. Il a commencé tout en bas de l'échelle, hein, chez Ricard. Il est arrivé numéro 2 de l'entreprise, mais vraiment à la force de ses bras et à la sueur de son front, et c'est ce qui rend le personnage d'ailleurs un peu fascinant. C'est un des derniers modèles de l'ascenseur républicain en France. Commence petit-fils d'un berger corse, fils d'un policier, et finit ministre d'État, ministre de l'Intérieur, eurodéputé, député, sénateur, président de conseil général. Enfin, il y a vraiment,
quelque chose de symbolique et pour qui croit à la promesse républicaine des chances individuelles de chacun de s'élever au plus haut niveau, Charles Pasqua est l'incarnation de ça. Donc cette fibre populaire, il a tiré aussi de ça. Parce qu'il avait commencé tout en bas et qu'il n'a jamais oublié d'où il venait. Il y était très sensible et je vous partage une anecdote que me racontait Pierre Manzani, un de ses derniers, collaborateurs qui a été, préfet par la suite, qui était donc un de ses collaborateurs au Parlement européen. Il était secrétaire général de leur groupe, et donc il l'accompagnait souvent sur la route de Paris à Strasbourg où ils allaient en voiture. Ils s'arrêtaient, dans un campanile, un flunch ou une et Charles on était au milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'on n'était pas ni à Strasbourg, ni dans la circonscription de Charles Pasqua de Hauts-de-Seine. Il tenait toujours à s'arrêter, à faire le tour du restaurant et avoir un petit mot pour chacun. «Ah, quel âge a votre petit garçon, Mais alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites, du veau ou du bœuf?» C'était quelqu'un qui avait vraiment une chaleur humaine et un intérêt pour les gens et donc cette, heu, cette dimension personnelle du personnage, il l'a traduite dans, son discours politique et dans le souci qu'il avait de dire: «La droite ne peut gagner que si elle est populaire». Ça peut pas être une droite des cadres, une droite des élites, c'est une droite qui doit embarquer tout le monde et la grande aventure du RPR, ce qui fascine aujourd'hui dans le RPR, c'était un mouvement de masse. 885 000 adhérents en 1986. Quel parti politique aujourd'hui ne rêve pas de 885 000 adhérents à jour de cotisation? Il y a quelque chose d'incroyable et Charles Pasqua avait vraiment su, insuffler ça au RPR. Or, en 10 ans, en 95, le RPR est tombé à 100 000 adhérents, on va dire plutôt un parti de cadres à l'époque et Charles Pasqua est persuadé que c'est parce que le chiraquisme a perdu cette dimension sociale. Il dit: «Il faut revenir au général de Gaulle». Le général de Gaulle, c'était connaît sûrement cette formule 65: «La France, c'est pas la droite, la France, c'est pas la gauche, c'est tous les Français à la fois». De Gaulle avait justement cette fibre très populaire, cette idée que le gaullisme devait être populaire et donc Charles Pasqua va se battre pour que, il y ait un gaullisme et un chiraquisme ouvrier, il y a un discours du RPR dans les usines, chez les artisans, sur les marchés, pas juste dans les meetings politiques. Ça, c'était quelque chose de très important pour lui. Oui, c'est effectivement, c'est essentiel pour comprendre le personnage et on va comprendre également, ça ouvre des questions actuellement. Par exemple, quand on regarde le vote des ouvriers, le vote populaire, on se demande Nickel. effectivement si oui, oui, excusez-moi. Ah, pas de souci. Oui, donc effectivement, le côté populaire est extrêmement important, la fibre populaire du gaullisme et de Charles Pasqua. Quand on regarde effectivement les votes populaires actuellement, on peut pas s'empêcher de se demander si Charles Pasqua finalement n'aurait pas glissé peut-être plus, côté, Front national. Je parle pas forcément pour le cadre des idées, mais je parle, pour la nature du vote, et où se retrouve la droite populaire, le vote de la droite populaire. Alors, il était en tout cas très, marqué et déjà à son époque par cette question de, l'émergence du Front national, hein. C'est à partir de 83-84 en particulier, puis 88 bien sûr et on se souvient et je l'évoque dans le livre, je fais vraiment l'impasse sur aucun sujet, les bons comme les mauvais. La phrase qui lui a longtemps valu, l'opprobre, comment en 88 dans Valeurs actuelles, dans l'entre-deux tours, il dit: «Je partage des, valeurs communes avec les électeurs du Front national» et j'insiste sur ça parce que souvent quand on m'en a parlé, on m'a dit: Pasqua, valeurs communes avec le Front national. Non, je partage des valeurs communes avec les électeurs du Front national et c'est intéressant parce que Charles Pasqua, 20 ans avant ce que Nicolas Sarkozy fera pendant sa campagne présidentielle de 2007, dit, heu: «La droite a perdu des électeurs parce qu'elle n'adresse plus certains thèmes, parce qu'elle n'ose plus parler de certaines questions». L'identité, l'immigration, les valeurs, le patrimoine culturel, la fierté d'être français et il est souvent, finalement caricaturé à un rôle. Moi, on m'a souvent présenté Charles Pasqua en opposant de l'immigration. Il n'est pas du tout opposé à l'immigration. Je pense même que l'immigration est une chance pour la France, pour revenir à un débat qu'il y a eu dans l'actualité politique récemment. Mais il est très inquiet, il le dit dans un des derniers livres qu'il écrit, il dit: «Intégration oui, mais à la migration oui, mais à condition de l'intégration». Parce que sinon, il y aura en France des communautés qui vont exister parallèlement, qui ne se comprendront plus, qui vont se construire et qui vont finalement s'opposer entre elles. Donc, c'est important parce que, vis-à-vis du Front national que vous évoquez à l'instant, il a cette inquiétude de dire: «Attention, si on n'ose plus parler de certains thèmes, si la droite ne veut plus, justement parce qu'elle cherche à trouver un point d'équilibre avec les centristes et donc elle écarte certains des thèmes les plus problématiques, eh bien les électeurs qui votaient pour nous parce qu'ils savaient que nous avions une parole sur ces thèmes, ils vont chercher ailleurs et ils vont glisser vers la droite». Donc, il a toujours été opposé, je tiens à le dire, à le rappeler
à Jean-Marie Le Pen, puisque c'était lui à l'époque le dirigeant du Front national et il a toujours combattu le Front national, mais il ne voulait pas qu'on réduise ses électeurs à des personnalités perdues. Il dit d'ailleurs de j'ai plus la citation en tête, mais elle est dans le livre à un moment, il dit: «Moi, on ne peut pas réduire les électeurs du Front national à des fascistes qui sont perdus». Ce sont des électeurs qui étaient chez nous et ils sont partis parce qu'on ne répondait plus à la problématique. Posons-nous la question: «Pourquoi sont-ils partis?» Et donc c'est intéressant parce qu'on a beaucoup dit en 2007 que Nicolas Sarkozy avait été chassé sur les terres du Front national en finalement, en se réappropriant des thèmes que la droite avait historiquement. Et le débat est même revenu en 2024 avec, vous l'avez peut-être vu, au moment des élections législatives, des visuels sur les réseaux sociaux sur ce qu'étaient les assises de l'immigration du RPR et de l'UDF en 90. Ce sont des thèmes qui ensuite ont été un peu plus, cachés sous le tapis et sur lesquels, eh bien, faute d'expression, du RPR, ces militants sont allés chercher une offre politique ailleurs. Voilà, pardon pour cette réponse un petit peu longue. La nature politique a horreur du vide, on pourrait dire. Donc Je suis bien effectivement, d'accord. si on abandonne si on abandonne un terrain, il est pris, il est pris et les gens iront chercher ailleurs. On peut tout doucement glisser sur la conclusion. Pour, bah, question assez brute, hein, est-ce que Charles Pasqua correspond à un modèle pour les souverainistes actuels ou pour les gens qui se réclament du gaullisme? Est-ce que la ligne Pasqua, est applicable telle quelle? Heu et à quoi correspondrait-elle? Alors je ne sais pas s'il y a une ligne Pasqua. Il y a en tout cas une culture, un esprit pasquois et ce qui est intéressant et quand j'ai préparé ce livre en 2023-2024, il est paru en janvier 2025, beaucoup de personnes évoquaient la droite pasquois, le retour à la droite pasquois, la figure de Charles Pasqua à droite et à l'extrême droite en disant, «C'est un personnage qui nous inspire». Bon, pour autant, moi je connais pas aujourd'hui de personnalité politique qui dit, «Je suis le nouveau Charles Pasqua» ou «Je me revendique de Charles Pasqua». Certains ont été ses collaborateurs et font toujours de la politique. On essaie souvent d'ailleurs de comparer les ministres de l'Intérieur en disant: «Est-ce qu'il entre dans le costume de Charles Pasqua?» qui a marqué 2 fois la place Beauvau, en 86-88 et en 93-95. Hem, En tout cas, le discours, qu'il avait, qui était un discours de combat en 90, il y a 30 ans, la situation a changé. Donc peut-il être collé, aujourd'hui? Difficilement parce que, la situation a tellement évolué. Par contre, il est vrai que, pas seulement son souverainisme, mais son discours de droite, une droite, sociale, une droite populaire, une droite souverainiste, c'est un discours qu'on entend beaucoup dans les débats actuels et qu'on entend à la fois dans le débat interne pour l'élection à la présidence des Républicains, qu'on entend dans le débat, à droite et à l'extrême droite. C'est un thème qui revient à mesure que la France a subi des crises ces dernières années. Crise des gilets jaunes, crise du covid, crise économique derrière donc cette vocation de la droite à avoir un discours social revient et par là même, la question, ce que proposaient des gens comme Charles Pasqua ou Philippe Séguin, commence à être réétudiée. Oui, effectivement, effectivement et c'est probablement une bonne chose pour la pluralité de la pensée à droite. Nous essayons de faire au Cercle Jean Mermoz de l'éducation, populaire, de l'éducation envers tout le monde et notamment les plus jeunes, les jeunes gens. Si on voulait conseiller, aux jeunes gens, bah, qui s'intéressent au gaullisme pour apprendre, bon, je leur conseillerais d'abord le Pierrefitte, De Gaulle de Pierrefitte. Je pense que ça reste, alors c'est une somme, mais ça reste un passage obligé et ensuite votre œuvre du coup, est un très, très bon, c'est une très, très bonne ouverture, avec, l'histoire du gaullisme, les barons de la République où vous reprenez, plusieurs personnages. Vous avez aussi une biographie de Albin Chalandon, que vous avez commise, et qui est très, très intéressante. Et enfin Charles Pasqua, bah, lequel de ces 4 ouvrages vous recommanderiez en Ah! pour commencer? Bon, d'abord, effectivement, il y a de très nombreux ouvrages. Vous avez cité le «C'était de Gaulle» de Perfit, alors et qui est incroyable, mais qui est, pour ceux qui nous écoutent, qui ne le connaissent pas, en fait, qui est 10 ans de rencontre entre de Gaulle et Perfit et de dialogue, finalement, qu'il expose. Donc pour qui s'intéresse à de Gaulle, c'est génial parce que on a tout un tas de citations. On rentre vraiment dans la pensée et la psyché du personnage. Moi, peut-être 2 recommandations pour ceux qui, voudraient d'abord en savoir plus sur le personnage. Il y a un excellent livre qui a été fait par Arnaud Tessier, qui vient de sortir il y a quelques mois, de Gaulle, L'angoisse et la grandeur, qui, finalement refait une biographie du personnage autour de cette double approche. Un personnage animé par l'idée d'une grandeur de la France et puis sa propre grandeur et puis un personnage angoissé
angoissé par l'idée du déclin de la France, angoissé par le fait de ne pas être suffisamment à la hauteur du rôle que la France et les Français attendent de lui. Très beau livre qui vient de sortir et qui permettra d'explorer De Gaulle. Et puis un livre qui a quelques années, mais qui pour moi est une somme incontournable pour qui veut vraiment rentrer dans le personnage De Gaulle, c'est la biographie de Gaulle par Julian Jackson, un anglo-saxon. Surprenant, mais intéressant justement d'avoir le regard d'un non-français sur le général de Gaulle qui a croisé des archives françaises, britanniques, américaines, qui fait vraiment un très beau travail et un très beau portrait. Et puis, il y a actuellement une biographie en cours de rédaction par Jean-Luc Barré en 3 tomes. Seul le premier et le premier tome est sorti, L'homme de personne. Alors c'est magistral, hein, c'est 3 tomes de 1 000 pages. Le Jackson, c'est 900 pages et le Tessier, c'est à peu près 500-600 pages pour vous donner un petit peu une idée. Mais voilà déjà 3 beaux livres pour entrer dans le personnage, en plus desquels on pourrait parler, d'un certain nombre d'ouvrages. Il y a eu un certain nombre de biographies qui sont parues ces dernières années. Je pense notamment à celle de Jean Lacouture, parmi d'autres qui valent le détour. Ça, c'est pour De Gaulle. Sur le gaullisme, il y a une histoire du gaullisme qui a été faite par Serge Bernstein, qui fait 300 pages, qui est un peu donc c'est un livre qui a déjà 20 ans, mais qui est un peu une introduction à l'histoire intellectuelle et politique de la droite. Et donc je trouve que le couplage d'une bio de Gaulle à ce livre un petit peu sur l'histoire de la droite est plutôt pas mal. Et quant à moi, je vous remercie parce que vous avez eu des mots très gentils sur mes livres, mais je me sens tout petit et modeste à côté de tous ces gens-là. Moi, si j'avais un conseil pour des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas lu mes livres, je les inviterais à commencer par Les Barons du gaullisme, qui est mon troisième livre. Pourquoi? Parce que, c'est un livre qui explore, l'histoire, la destinée d'une demi-douzaine de personnages, des grands noms, Debré, Chaban, Foccart, Palevski, qui ont été avec dans l'aventure du général de Gaulle depuis même avant la guerre. Et donc ça permet finalement, c'est De Gaulle raconté par ceux qui l'entourent. C'est pas une biographie de Gaulle, c'est pas une histoire du gaullisme, c'est De Gaulle et le gaullisme racontés par ceux qui l'entourent et vont y contribuer. Après, il y a donc ces 2 biographies, celle d'Albin Chalandon, Charles Pasqua, qui racontent chacun, une période, une vision, une partie du gaullisme. Ils ont chacun un morceau de la croix de Lorraine, si vous m'autorisez l'expression. Et puis, le tout premier livre que j'ai fait, l'histoire du gaullisme social, moi je trouve que enfin, c'est un livre auquel je tiens beaucoup aujourd'hui encore, parce que je suis persuadé de, l'importance et pour De Gaulle de cette question. Et puis, aujourd'hui, dans le contexte de l'importance de ce gaullisme social, de cette droite sociale. Là, c'est un livre un peu plus transversal sur, justement une histoire de la droite sociale en France. Pourquoi De Gaulle donne le droit de vote aux femmes, crée la participation, crée les retraites des agriculteurs, crée l'intéressement. Pourquoi après lui, des hommes vont se dire: «Le discours du gaullisme, c'est aussi un discours qui doit porter des valeurs de gauche». Voilà un petit peu la cartographie de ce que j'ai modestement fait dans, les très, très nombreuses œuvres et livres qui existent au général de Gaulle. Bah, merci beaucoup pour ces conseils lecture. Je pense que c'est extrêmement important, effectivement pour s'imprégner et pouvoir, s'inscrire, dans ces pas-là pour les gens qui s'y intéressent. Hem, enfin, je vais terminer par une dernière question, un petit peu tarte à la crème ou un petit peu, piège, donc vous avez droit à un joker. Mais, quand je lis, des biographies des grands hommes, des gens qui ont marqué l'histoire, récente ou plus ancienne, j'ai toujours cette interrogation et donc j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que finalement ce sont ces grands hommes qui vont faire la grande histoire ou est-ce que c'est la grande histoire qui a fabriqué ces grands hommes? Mmh. La poule et Ah! ah non, Bah, juste voir. je vous ferai bien une réponse de Normand, c'est un peu les 2. Non, Mmh, mmh. Mais en général, c'est oui. c'est évidemment un moment, parce que le moment est révélateur. La guerre a été pour une génération d'hommes, un quelque chose qui a provoqué leur destin, qui a accéléré leur destin, qui a en même temps révélé leur personnalité. Un Charles Pasqua, je le raconte, je consacre un très long chapitre à la Résistance dans ma biographie de Pasqua. La Résistance a révélé Charles Pasqua à ceux qui l'entouraient, l'a révélé à lui-même, lui a donné une force, un caractère, une légitimité. À 20 ans, il devient une personnalité politique locale à Grasse. Pourquoi? Parce qu'il a été un maquisard, un résistant, parce qu'il s'est battu les armes à la main. Donc l'histoire a fait l'homme. Pourquoi, Charles Pasqua qui, est élu député, président du conseil général en 68-70, puis perd tout, perd son siège de député en 73, perd son siège président du conseil général en 74, revient en politique parce qu'en 74, Georges Pompidou meurt. Parce qu'en 74, Giscard est élu et Chirac se dit: «J'ai besoin d'un vrai gaulliste à mes côtés, je vais chercher Pasqua». Donc le moment fait l'opportunité de l'homme, mais c'est évidemment le caractère de l'homme. N'importe quel personnage n'aurait pas pu répondre et c'est parce qu'il y a,
parce que Charles Pasqua est le sel du gaullisme, parce qu'il a dans son ADN, dans son caractère, dans ses valeurs, une force, une gouaille, une personnalité, qu'il arrive à s'imposer et que, cette grande histoire arrive. Donc finalement, hem, l'histoire et le moment, pour moi, ne fait pas, mais provoque, révèle, finalement, force l'homme à accomplir ou non son destin et l'homme, accomplit ce destin et rentre dans la grande histoire à condition qu'il ait une force de caractère, des valeurs, une dynamique et je crois que Charles Pasqua fait partie de cette trempe d'hommes qui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut lui reconnaître que, c'était une gueule, c'était un personnage, c'était quelqu'un qui avait les valeurs profondément ancrées et c'est aussi pour ça que j'ai voulu raconter cette histoire parce que, heu, c'était pas juste, heu, un homme politique. C'est quelqu'un qui avait une très haute idée de la politique, de l'engagement et qui était d'ailleurs un militant plus qu'un politique. Je crois que je dirais ça en mode conclusion. S'il fallait résumer Charles Pasqua, homme politique mais militant d'abord, guidé par ses idées, guidé par sa combat et guidé surtout par sa fidélité au général de Gaulle et au gaullisme. Eh beh, merci Pierre, nous resterons sur ces mots de conclusion. Merci encore une fois Merci à pour vous. le temps consacré. J'espère que l'interview, et l'entretien plaira à nos téléspectateurs, je n'en doute pas d'ailleurs. Je vous souhaite, une bonne continuation. Je sais que vous avez un agenda bien chargé, et un franc succès pour tous vos ouvrages passés. C'est très gentil, merci et peut-être au plaisir d'une prochaine rencontre.